Ok, donc on passe par... Attends, hop. Salut les guitaristes et Benjamin, j'espère que vous allez très bien pour cette troisième édition du Dessous des cordes. Avec cette semaine un invité encore exceptionnel. Refais-le. Non, justement. Invité exceptionnel, j'ai nommé Gabriel Bianco. Salut Gabriel. Salut Benjamin. Tu vas Salut bien? les guitaristes. Oui, ça va et toi, comment vas-tu? Bah, super. Alors là, c'est la rentrée, donc très content pour cette rentrée. Là, on va démarrer le mois de septembre avec normalement des concerts qui ne vont pas être annulés à cause du Covid cette fois-ci. On est en 2021, septembre 2021, donc on croise les doigts. Et ça va nous permettre de revenir un peu sur toi, Gabriel. Comment tu en es arrivé là, toi? Qu'est-ce que tu fais dans tes projets artistiques? Tu es professeur à Amsterdam. Donc il y a une petite présentation quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais quand même. Alors, tu as été lauréat de nombreux concours internationaux. Ouais. Vienne en 2006, Koblenz en 2007, GFA en 2008. Alors, souvent, j'ai des interviews qui ont gagné GFA. J'explique pas ce que c'est GFA, mais c'est le plus gros concours du monde. C'est la Rolls du concours de guitare, hein, aux États-Unis qui a lieu une fois par an. Et on gagne de l'argent et surtout une tournée de 60 concerts. Alors, oui, on gagnait en fait une tournée de 60 concerts parce que là, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais oui, en fait, je sais pas si c'est le plus gros concours du monde, mais bon, en tout cas, c'est l'un des plus prestigieux. Et il y avait, là je pense que c'est toujours le cas, mais il y a l'enregistrement chez Naxos qui était quand même très important parce que c'était beaucoup plus difficile de faire des disques avant. Voilà, la tournée de 60 concerts sur continent américain, puis bon, forcément on est un peu propulsé à ce moment-là. Tout le monde connaît le premier prix du concours de JFA chaque année. On a le vent en poupe. On a le vent en poupe. Donc tu as fait 2 disques solo pour l'instant, donc Naxos avec du Bach, du Koshkin. Et Mertz. Et Mertz. Ouais, il y a longtemps. Et Capricci aussi, chez le label Ad Vitam Records. On connaît bien. Que tu connais bien. Qu'on embrasse. On vous embrasse. Mais tu as fait aussi des disques en tant que chambriste, alors avec le Quatuor Eklis, on va en reparler. On a fait 4 disques avec le Quatuor Eklis, donc le dernier Evocation, attention, en 2020, en pleine pandémie, c'était formidable. C'est sorti au bon moment, en mars 2020. Voilà. Et tu as fait aussi un disque divertissement, duo. Voilà. Avec Michaela Rabankova, pardon. Oui. Voilà, avec du Kost, du Pils. Oui. En fait, c'était Kovacs. Oui, en fait, c'était des œuvres originales pour guitare et hautbois. On avait quand même fait quelques recherches et on avait trouvé ces œuvres qui étaient donc Kost évidemment, hein, qui est bien connu des guitaristes, mais aussi donc des compositeurs viennois, c'est marrant. Hein. Donc il y avait Karl Pils et Ferdinand Ribay, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui ont écrit de la musique pour guitare et hautbois à peu près au même moment, en fait, dans 1940, 39, 40, 41. Voilà, à Vienne. Et ça a donné un très beau disque chez Ad Vitam Records également. Toujours chez Ad Vitam. Mais tu as aussi d'autres groupes de musique de chambre, alors c'est parfois plus occasionnel ou pas. Là, je sais que tu es sur un très gros projet, tu vas aussi nous en parler, avec Marina Viotti, célèbre chanteuse. Tu as partagé la scène avec Edgar Moreau, le quatuor Hanson récemment. Enfin, cette année, Anastasia Kobekina aussi. Enfin, c'est les gens avec qui j'ai joué un petit peu cet été, qui sont des... Maïté Louis aussi, violoniste. Enfin, des gens... Des très très bons musiciens, je suis assez content d'avoir la chance de partager la scène avec eux. Et tu es aussi arrangeur, parce que c'est aussi une des particularités, c'est qu'on peut être guitariste, être très bon prof, mais tout le monde n'est pas arrangeur, et il n'y a quand même pas énormément de guitaristes qui arrangent. Alors toi tu arranges pour guitare. Oui, parce que j'ai pas le choix, parce qu'en fait je joue dans des groupes où on me demande de jouer des répertoires qui n'existent pas. Donc notamment avec le Quatuor, on voulait s'approprier des compositeurs qu'on pouvait pas forcément s'approprier en guitare seule. Et il y a évidemment avec Marina, avec qui j'ai fait pas mal d'arrangements de choses plus ou moins classiques, ce qui est un peu nouveau pour moi, de faire aussi un peu de musique populaire et puis de la musique plus moderne, dirons-nous. On va en reparler. Et également, tu fais des créations mondiales, tu passes des commandes à des compositeurs. Oui. Athanas Urkouzounov, qu'on connaît bien aussi, qu'on salue, Denis Ramos, Jules Maton, voilà, plein de compositeurs qui sont à venir et tu essaies d'élargir un peu le répertoire de la guitare classique, donc c'est une de tes qualités aussi. Alors moi je sais que tu as été très longtemps professeur au conservatoire du 13e arrondissement à Paris, mais depuis 2-3 ans maintenant tu es professeur au prestigieux conservatoire d'Amsterdam. Ça fait 3 ans exactement, j'avais passé 7 ans au 13e. Ouais, et là-bas, tu diriges. Qu'est-ce que tu fais exactement? Enfin, tu es professeur de guitare? Oui, alors je suis professeur de guitare pour les cours individuels.
Donc, en fait, je dirige la section guitare, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais je ne sais pas si on pourrait plutôt dire chef de département ici, en France. Voilà, donc il y a d'autres professeurs de guitare donc pour la musique de chambre, le déchiffrage, la musique ancienne, les instruments historiques, la pédagogie. Et c'est moi qui centralise un petit peu tout ça, voilà, Bon, j'essaie de faire évoluer le curriculum aussi pour la guitare classique. Alors, tu donnes des cours niveau bachelor, niveau master, ouais. C'est ça. Et tu donnes aussi des cours un peu d'arrangement, de déchiffrage, des choses comme ça, ou seulement non, mais en fait, j'avais pour ambition de créer vraiment un cours d'arrangement pour guitare, ce qui était un peu compliqué quand même parce que j'avais pas d'heure pour ça. Et j'ai plutôt privilégié le déchiffrage parce que c'est quand même vachement important pour les guitaristes qui ne sont pas toujours de très bons déchiffreurs, n'est-ce pas? Voilà. Non, cependant, dans le cursus, j'ai inclus pour certains examens l'obligation de réaliser des arrangements personnels, seul et en musique de chambre. Et dans ce cas-là, oui, c'est des cours d'arrangement, mais c'est plutôt ponctuel. Après, j'ai certains étudiants qui sont plus ou moins intéressés par l'arrangement, et dans ce cas-là, je passe du temps avec eux quand ils ont, comme moi finalement, ou comme toi, des groupes de musique de chambre, des gens avec qui ils ont envie de construire des programmes. Je sais que tu joues avec Juliette Salmona, par exemple. Je sais que tu as fait des arrangements. C'est des compétences il faut pouvoir les développer, mais bon... il y a des gens qui aiment en faire comme moi, comme toi, et d'autres que ça n'intéresse pas du tout. Voilà, ça dépend un peu des gens. Mais je pense que dans le cycle d'études, il faut quand même en avoir fait quelques-uns. Ça, c'est évident. Il vaut mieux. Et tu nous parleras aussi de tes cours collectifs à Amsterdam, parce que c'est quand même une des particularités de ta classe. Et pendant beaucoup de répétitions du quatuor, on peut le dire, tu nous as bassinés pendant des semaines, des mois avec tes gammes. Ah oui. Toutes les semaines. Alors tu vas nous raconter ça. Non, mais parce que je vous en parlais, mais les étudiants, ils étaient obligés de les travailler. Non, mais ce que tu sais pas, parce que là, il l'apprend en direct, mais c'est que tu vas nous montrer ce que tu as fait travailler avec les gammes et pourquoi c'est important pour toi. Ah, d'accord. Okay. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça m'intéresse. Faire un cours de gamme. Non, mais à quoi ça sert surtout? Parce que c'est quand même très rare que les guitaristes travaillent les gammes. En violoncelle, évidemment, en piano, on travaille beaucoup les gammes, mais en guitare, tout le monde ne travaille pas les gammes. Non, en fait, souvent, les gens apprennent quelques gammes quand ils sont pendant leurs études. Après, moi, j'ai une pratique de gamme presque journalière. Hein. Voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant, on va en parler. Vraiment comme les instrumentistes. Un truc aussi, on va essayer de comprendre comment Gabriel Bianco en est arrivé là, être prof à Amsterdam et puis faire des concerts dans le monde entier parce que tu as vraiment parcouru tous les continents très jeune en fait. Et ce qui m'intéresse moi c'est de savoir qui vous êtes, si vous êtes étudiant, si vous êtes professeur, pour savoir un peu qui regarde ces vidéos parce que j'en ai pas la moindre idée. Donc laissez-moi dans les commentaires quel est votre profil si vous voulez et quelle personne vous aimeriez que j'interviewe après Gabriel. Voilà, et puis abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Voilà, et le pouce bleu aussi. C'est ça qu'il fallait que je dise. C'est ça, ah non. C'est ça qu'il fallait que je dise. Ah, tu m'avais pas dit. Bon, ok, alors, donc tous ces dessous des cordes sont organisés et sont enregistrés à la Guitaria, donc magasin, boutique à Paris de guitare classique. Toi, je sais que ton père est guitariste, on va en parler un tout petit peu. T'es venu à la Guitaria alors que tu faisais déjà de la guitare ou pas encore? Écoute, j'en sais rien parce que je me souviens pas de la première fois où je suis venu à la Guitaria. En fait, moi j'étais au CRR de Paris, donc juste à côté, là, quasiment dans le même pâté de maison, mais tu sais bien parce que tu y étais aussi. Et j'avais mon cours le samedi à 9h avec Ramon. Donc mon père venait, j'étais petit, hein, mon père m'a accompagné et souvent on passait par la Guitaria parce que 9h c'était aussi l'horaire d'ouverture de la Guitaria, donc on se retrouvait au Café de l'Europe avec mon prof et il y avait Isabelle, feu Isabelle, qui était souvent là. Voilà. Bon, point central à Paris pour les guitaristes classiques, la Guitaria, je le répète à chaque vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir un peu ce que dit Julie Calperoy parce qu'il a une expérience aussi où avant il y avait plus de concerts ici et ça a toujours été un lieu très riche et on est très content de faire les interviews ici. Donc on les remercie encore. Quand tu étais enfant, quand tu avais 7-8 ans, tu rêvais de faire quoi dans la vie? Écoute, je me souviens pas, mais honnêtement, la question s'est jamais vraiment posée jusqu'au moment. En fait, la guitare a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à 5 ans avec mon père. 3, 4. Fait partie de ma vie. J'ai
commencé à 5 ans avec mon père et je crois que mon premier concours, c'est-à-dire vraiment où je prépare un programme où je joue devant des gens et qu'il y a un petit peu d'enjeu, je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours fait de la guitare. J'ai pas vraiment de souvenir de ma vie avant d'avoir eu la guitare dans les mains. Honnêtement, j'ai jamais envisagé de faire autre chose. Mais à 7-8 ans, je savais pas que je voulais faire ça dans ma vie. Enfin, c'était pas, j'étais un gamin, quoi. Non, c'est à 14 ans vraiment que j'ai pris une décision. Que j'ai décidé vraiment que je me laissais pas le choix, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Et donc tu as commencé avec ton papa, Bruno Bianco, qu'on salue. Et ensuite, ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré au CR de Paris à quel âge? Alors, j'ai fait d'abord 2 ans avec mon père, à la maison. Ensuite, j'ai fait... Il a pu vérifier la position tous les jours. Ouais, non, ça rigolait pas. Non, je rigole. Non. Mon père était très cool. Non, d'ailleurs, mon père m'a jamais obligé à travailler. Hein, donc, non, après, à 7 ans, j'ai commencé à prendre des cours avec Ramon de Herrera, d'abord au conservatoire du 17e, donc pas très loin d'ici. Et à 9 ans, je suis rentré au CR de Paris, donc en classe CHAM, qu'on appelait, enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était des classes à horaires aménagés. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, parce que toi, tu es rentré, je pense, 1 ou 2 ans après moi. 98. C'est ça, moi, je sais plus quand est-ce que je suis rentré, 97, je crois. Ouais, donc on était jeunes. Juste, on était jeunes. C'est là où véritablement la guitare a pris une place essentielle dans ma vie, parce qu'on allait à l'école que le matin, tu te souviens, hein. L'après-midi, on était libre pour faire de la musique et on travaillait quand même déjà beaucoup depuis qu'on était petit. Et moi, c'était un peu l'habitude de passer un peu les quelques concours de guitare classique qu'il y avait à Paris. Donc j'avais l'habitude déjà de me préparer, c'était un petit peu ce qui ponctuait mon année, quoi. Il y en avait 2 ou 3 maximum, je pense 2 souvent, parfois 3, parfois 4. Et c'était un petit peu comme un peu les points d'ancrage de mon année, qu'il fallait que je sois prêt ce jour-là. Ouais. Ouais. Et c'est rigolo parce que pour Julie Galperroy et Emmanuel Horsfelder que j'interviewais avant, tout le monde, en fait, les deux, et puis les trois, ont leur papa qui faisait de la guitare, soit professionnellement quand même comme Bruno, soit amateur. Mais c'est rigolo de voir un peu, je trouve que souvent les papas des guitaristes professionnels faisaient déjà la guitare. Donc, ouais. Et ta maman, elle est violoniste. Ouais, elle est violoniste, ouais. Donc il y a beaucoup de musique à la maison. Il y avait beaucoup de musique à la maison. Il n'y avait pas que de la musique classique à la maison. Ah. Parce que mon père, il est plus rocker que guitare. Il est guitariste classique, évidemment, mais on va dire, il a une très grosse culture rock. Et donc, c'était plus cette musique qui me berçait. Et toi, t'écoutais ça, du coup? T'écoutais plus de rock Oui. Mais même si, en fait, c'est vrai qu'à l'adolescence, je disais que la guitare électrique, c'était quelque chose de ringard. Parce que bon, c'est quand on est adolescent, on rejette un petit peu les parents. Alors que généralement, c'est l'inverse. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc moi, je disais qu'il fallait écouter Mozart, etc. Je mettais Mozart super fort dans ma chambre. Pour embêter tes parents non, moi, je sais pas si ça les embêtait, mais c'était marrant. Ouais. Et bon, en fait, ma mère est violoniste classique, donc il y avait aussi de la musique classique à la maison, mais j'étais plus bercé par le rock des années 60, 70. Quand j'étais petit. Ouais. Et tu es entré au CNSM après avoir travaillé avec Ramon de Herrera. Voilà. Alors, à quel âge tu es rentré au CNSM? Alors, je suis rentré à 16 ans au CNSM. Juste avant de rentrer au CNSM, j'ai rencontré Judy Perroy, donc que tu as interviewé ici, qui a été, donc qui m'a suivi jusqu'à mes 20 ans, donc jusqu'au premier prix de JFA en fait. Après, c'est vrai que je suis parti dans ma propre direction. Mais il a été vraiment, on va dire, du moment où j'ai eu cette volonté d'être concertiste jusqu'à ce prix. Bon, après, je préparais le disque, je l'ai un peu préparé avec lui. Mais c'est vrai que l'essentiel vraiment des cours que j'ai pris avec Judy Kael, c'était quand je préparais le CNSM et quand j'étais au CNSM. Et au CNSM, j'étais avec donc Olivier Chassin. Donc un profil complètement différent de celui de Judy Kael et de Ramon, mais comment dire, c'est trois pédagogies différentes qui m'ont toutes énormément apporté. Alors je ne sais pas s'il y a un prof qui m'a apporté plus que d'autres, disons que certains étaient là à certaines étapes importantes de ma vie, mais en tout cas chaque prof avait vraiment ses singularités. Et je regrette rien en tout cas de ce que j'ai eu. Et c'était, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces trois-là, je pense, qui m'ont amené des visions parfois complètement opposées, mais qui m'ont fait vraiment grandir en tant que musicien, c'est clair. Ouais. Et moi je pense que c'est très important aussi quand on progresse, c'est aussi les personnes qu'on rencontre au bon moment.
Parce que Ouais. si on rencontre, je sais pas moi, un guitariste qui est très fort en arrangement, mais qu'on a 8 ans, on va pas utiliser vraiment Ouais, la compétence faut pas prendre des cours avec moi quand on a 8 ans, ça, c'est une très mauvaise idée. Ça. Non, mais en fait, mais t'as eu la chance d'avoir des super profs au bon moment aussi. Je pense Ouais, que c'est ça. aussi un des caractéristiques de ta réussite, je pense. Ouais, parce que c'est vrai que Ramon était très pointilleux avec moi quand j'étais petit sur la précision. Il fallait que ce soit bien musicalement, le phrasé, le rythme, etc. Il était très, très, comment dire, mince, je sais pas comment, discipliné en fait avec moi. Et ça, c'était vraiment très bien. Et ça, bon, Judy Kael était un immense guitariste. On parle souvent que c'est un fabuleux pédagogue, c'est vrai, mais pour moi, c'est avant tout un incroyable guitariste et musicien, avant tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je ne l'ai pas rencontré en me disant que c'était un grand prof. Je l'ai vu jouer en concert. Et c'était tellement incroyable ce qu'il faisait que j'ai dit, bon, j'ai vu qu'en plus, parce que en fait, Judy Kael et mon père étaient à Aulnay ensemble, dans la même classe. Enfin, pas avec le même prof, mais ils passaient leurs examens en même temps. C'est un compagnon de... Oui. Mais ils n'ont pas exactement le même âge. Hein, non, mais c'était... voilà, donc cette rencontre-là, voilà, c'était une... J'avais 16 ans, donc c'est un moment, on est en fin de l'adolescence, on peut douter un petit peu de ce qu'on est capable de faire. Et lui, bon, en dehors de tout ce qu'il m'a apporté, il m'a donné beaucoup de confiance en moi. Hein. Ça, c'est sûr. Et alors Chassin Olivier Chassin a été pour le coup quelqu'un qui m'a énormément apporté, mais je m'en suis rendu compte après coup parce qu'il était comment dire, bon, il a une de grosses connaissances musicales, grande connaissance du répertoire, mais aussi il était extrêmement pointilleux sur certains aspects musicaux et théoriques notamment, qui m'ont quand même beaucoup apporté. Ouais. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des gens complètement différents et compétents. Opposés en fait. Mais ça a été, oui, c'était important. Et tu dis, c'est à 14 ans que tu as vraiment décidé que tu voulais être guitariste. Pourquoi à 14 ans, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en fait Alors il y a un événement, c'est que c'est Noël, ma mère, qui m'offre un double disque de l'œuvre orchestrale de Maurice Ravel. Et en fait, j'ai écouté ce disque-là, donc c'était Seiji Ozawa, le chef. Et ça a changé ma vie parce que j'ai découvert en fait la musique de Maurice Ravel. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, les harmonies, les couleurs orchestrales, l'expressivité. Et là, je suis devenu complètement boulimique de musique classique parce que finalement, je connaissais assez peu, je pense. Puis on connaît toujours assez peu, hein, vu le répertoire est tellement énorme, la musique, tout ce qu'il y a à découvrir. Mais ça a été, ça a été radical. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai compris que la musique classique, ce serait ma vie. D'accord, j'en apprends tous les jours encore. Ouais, tu savais pas ça? Non, je savais pas. Ah, tu savais pas. Et en tant que guitariste, alors tu as eu Judy Berrois, tu as eu Olivier Chassin à ce moment-là, mais est-ce que souvent, ado, on a quand même des guitaristes modèles. Toi, ça a fonctionné un petit peu comme ça, ou finalement, voilà, tu avais tes profs un peu modèles, et puis sinon, Non, mais il y a des gens que j'ai écoutés en concert, j'ai pris quelques claques. Hein. Il y avait la première fois que j'ai entendu Marcin Dylan en concert, j'ai pris une claque. J'étais allé écouter un concours à Antony, il y avait Alexei Viana, qui n'est pas très connu finalement, mais brésilien, voilà, qui avait joué, c'était magnifique, j'avais adoré, ça m'avait aussi, c'était une claque pour moi, le son qu'il avait, ce qu'il faisait avec sa guitare. Bon, il y avait aussi des gens comme Jérémy Jouve, par exemple, Goran Krivokapic, Ricardo Gallienne, des gens comme ça que je voyais en concert, que j'entendais le nom, etc. Et puis on n'avait pas internet à l'époque comme maintenant, donc c'était pas si facile d'accès. Et quand je les ai vus en concert, à chaque fois c'était waouh, ok, voilà, c'est un niveau que j'ai pas. Donc ça me poussait à essayer de me mettre au même niveau. Ouais. En tout cas, essayer en tout cas. Puis maintenant on a internet, on a les vidéos, etc. Mais rien ne vaut quand même le concert, la magie du concert. Ah bah non, c'est clair. Voilà. Parce que c'est pas pareil. Ouais, il se passe quelque chose quand même quand on est en direct. On l'a vraiment vécu avec le Corona où il y a eu des concerts streamés, etc. Mais c'est quand même autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Les frissons, c'est en concert qu'on les a. Enfin moi c'est comme ça en tout cas. Et tu as beaucoup travaillé les guitares. Quand tu parce qu'il y a le débat un petit peu, pas le débat, mais par exemple Judy Berrois, lui, nous disait, ouais, moi je travaillais 1 heure et demie la guitare par jour. On n'est pas allé vérifier ça quand même. Moi j'aimerais bien être sûr qu'il travaillait vraiment 1 heure par jour. Mais ça c'est un autre problème. Emmanuel Anselmer, lui, qui disait qu'il travaillait beaucoup, toi t'es où là-dedans? Enfin, Alors moi je pense que j'ai beaucoup travaillé mes guitares. Quand j'étais petit, j'en faisais vraiment tous les jours.
Ouais, à partir de 11-12 ans, quand même, j'en faisais plusieurs heures par jour. Ouais. Et à partir de 14 ans le plus possible. Et puis il y avait toute cette période après le bac, quand je passais les concours internationaux, là c'était vraiment du 8-12 heures par jour. Ouais. Vraiment toute la journée, le week-end, je sortais peu. Mais parce que j'avais vraiment cette volonté de vouloir faire quelque chose. Et pour moi, ça passait par ce travail, de travailler au maximum. Enfin, tout le temps que je pouvais, quoi. Ça n'est pas venu de nulle part. Non. Et puis je peux témoigner qu'à 7h30 du matin, Gabriel, il fait ses gammes. Ouais, parce qu'en fait, Benjamin et moi, on était en coloc pendant un an. Je sais pas si on peut le dire, ça. On peut le dire. Hein. Moi, j'avais pas je besoin de réveillais réveil. avec Je sais qu'à 7h30, il y avait son travail technique qui commençait. Oui, en fait, je faisais mes gammes, je faisais des exercices et tout. 7h30. Et puis vers 8h15, tu venais prendre ton petit-déj. Ouais, il faisait enfin sa pause. Voilà, je faisais une pause et puis on prenait un petit-déj. Je me souviens. Ouais, non, mais c'est pas du bluff, c'est pas du bluff. Ça, c'est vrai. Et comment est-ce que tu organisais tes journées et ton travail? C'est-à-dire que le matin, donc, tu faisais beaucoup de techniques, tu faisais tes pièces après, parce qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui travaillent beaucoup les pièces et qui vont travailler un petit peu la technique, mais vraiment de façon périphérique, on va dire. Et puis, toi, j'ai l'impression quand même que tu commences un peu ta journée en te chauffant. Ouais. Comment est-ce que... Déjà à l'époque, tu faisais ça? Ouais, j'ai fait ça vraiment, je sais pas à partir de quand. Je pense que ça date aussi de quand je suis arrivé au CNSM. J'ai rencontré Thomas Villotto. Bon, on se connaissait un peu avant, mais on allait beaucoup travailler ensemble au conservatoire. On arrivait ensemble le matin. Et c'était un moment donné où on se posait beaucoup de questions sur la technique, quand on... En fait, il me montrait un peu les exercices qu'il faisait, son approche, et ça m'a beaucoup apporté. Et donc après, j'ai développé une sorte de programme technique qui est en fait comme une session pour se chauffer, mais que je fais presque tous les matins. C'est vrai que là, j'ai pas toujours le temps avec les concerts et tout ça, mais ouais, alors à l'époque où je travaillais beaucoup, je faisais 3 quarts d'heure de technique par jour et je commençais par ça. Et puis après, je travaillais mes pièces, hein, mais là, j'essaie toujours de me chauffer vraiment correctement pour toujours garder des bonnes sensations, le son, la position, la détente. J'essaie en tout cas de garder mon niveau en faisant ça, quoi. C'est important pour toi, quoi. Ah ouais, mais pour moi c'est fondamental en fait pour un musicien d'avoir une routine de travail. Alors il y a vraiment, comme tu dis, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui ont une pratique de la guitare complètement instinctive, qui n'ont pas besoin de faire ça. Moi j'ai besoin de le faire. Et je le fais parce que je fonctionne comme ça et c'est ce que je recommande à tous les étudiants en tout cas, c'est clair. D'avoir une batterie d'exercices, de gamme, de petites études, d'avoir un plan, quoi. Et de le faire bien tous les matins, et de faire ça vraiment, de commencer par ça. Et se focaliser juste sur la technique et après comme ça d'être plus à l'aise. C'est le petit footing du matin, quoi, finalement. C'est comme le footing du matin. C'est pas mal comme comparaison. Et on parle beaucoup de guitare là, mais au CNSM, CNSM, le Conservatoire de Paris, une des grandes forces, je trouve, moi j'ai trouvé ça, c'est tout ce qu'il y a autour de la guitare. Ouais. Tous les cours qu'on a d'analyse, d'écriture. Qu'est-ce que tu as fait, toi, à part la guitare au Conservatoire de Paris, tu as profité de quoi? En fait, pas tant que ça. Moi, j'ai fait de l'écriture. Hein. J'ai fait 2 ans d'initiation, plus l'année pour rentrer en cycle d'écriture. Tu as fait 3 ans d'écriture, ce qui est quand même pas le cas de tous les guitaristes. Hein. Oui. Mais en fait, je travaillais vraiment l'écriture. C'est ça, en fait, la question. Non, je me renseignais. Je lisais des partitions en écoutant pour essayer de voir un peu comment. Je faisais ce qu'on me demandait de faire, mais je faisais un peu plus aussi, je pense. Et j'aurais adoré vraiment étudier plus l'écriture. Je pense que j'étais pas mauvais, mais simplement, en fait, le moment où j'aurais pu faire ces études d'écriture, j'ai eu le concours de JFA, j'avais 1 an de tournée aux États-Unis. Donc, quand on a 20 ans, partir 6 mois, 1 an aux États-Unis avec l'aventure, le disque Naxos, etc. Et puis se dire qu'on va faire 5-6 heures d'écriture par jour minimum. Bon. Le choix est vite fait. Ouais, la question est vite répondue, comme on dit maintenant. La question est vite répondue. Alors, parlons un peu des concours. Alors, comme tu en as gagné beaucoup, on se dit, mais il faisait que ça, des concours. Mais alors déjà, avant de parler du nombre de concours ou quoi, est-ce que maintenant avec l'expérience que tu as, en quoi ça a été utile ou pas pour toi de préparer des concours? Enfin, dans une progression, est-ce que c'était important pour toi de faire ces concours-là au-delà de les gagner? Par exemple, si tu as des étudiants qui sont dans leur cursus, est-ce que le fait de faire des concours,
de préparer des concours, une échéance comme ça, c'est important, tu trouves? Ou ça peut être autre chose Alors, en l'occurrence, moi j'ai passé des concours internationaux parce que je voulais faire des concerts. Donc je regardais, parce que souvent dans les concours internationaux, tu sais, t'as des prix avec, bon, il y a de l'argent, mais je courais pas après une ça. guitare. Guitare, mais il y avait souvent beaucoup de concerts. C'est pour ça que j'ai passé le concours de JFA très tôt, dès que j'ai senti que j'avais une chance de pouvoir gagner le premier prix. Parce qu'il y avait cette tournée aux États-Unis et que moi je rêvais de jouer la musique pour les gens. Et les concours, c'est quand même très particulier. Alors moi j'essayais de les aborder comme des concerts, c'est-à-dire que je choisissais mon programme pas en fonction du jury ni rien, quoi. Je jouais ce que j'avais envie de jouer. Par exemple, j'avais fait ce concours à Vienne quand j'avais 18 ans, parce qu'il y avait 10 concerts à gagner dans plein de festivals qui étaient aux alentours. Donc c'était comme ça vraiment Tu choisissais. que je choisissais. Moi, ça m'a quand même beaucoup cadré de faire des concours parce que c'était un gros programme à préparer. Il y a un peu de pression et puis c'est difficile. Enfin, le premier tour, on joue 10 minutes à 9h du mat. Puis si ça marche pas, bah, on est allé quelque part, on a payé son voyage et tout. Enfin, c'est quand même un investissement de passer des concours. Alors après, de savoir s'il faut recommander aux gens de faire des concours ou non, je pense que c'est assez personnel. Il y a beaucoup de gens qui se placent pour ou contre les concours. Je pense que c'est une question qui a peu d'intérêt en fait. Moi simplement ce que je peux observer quand même, c'est que il y a beaucoup d'étudiants qui ambitionnent de faire des concours et c'est souvent des étudiants qui travaillent beaucoup leur instrument. Donc je pense que la volonté de faire des concours internationaux est souvent corrélée à une passion pour la musique profonde et pour la guitare. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui n'en font pas ne sont pas passionnés, mais je pense que de préparer des concours quand même, Et puis, il y a aussi un truc, c'est que ça apporte beaucoup au niveau de l'expérience parce qu'on joue avec beaucoup de trac. Quand je suis allé passer le concours de JFA, que j'étais en finale, que j'avais les mains qui tremblaient 5 minutes avant de jouer, je veux dire, ça c'est des situations de stress. Après, quand on fait des concerts, c'est de la rigolade à côté. C'est de la rigolade. Hein. Enfin, je ne sais pas que c'est de la rigolade, mais on est uniquement dans le plaisir de partager la musique avec les gens et on ne se dit pas jugé. Voilà, ce qui est un petit peu le terme concours déjà induit qu'on va être jugé. Non, mais en fait, si les gens ont envie d'en faire, qu'ils en fassent, c'est très bien. Il faut les encourager. Il n'y a pas de mal à préparer des concours. Hein. C'est très bien. Après, c'est pas non plus une religion. C'est pas effectivement plus il y a des gens qui ont des prix. Plus meilleurs ils sont, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a jamais fait de concours n'est pas forcément mauvais. Mais bon, après, je veux dire, il y a certains très grands guitaristes qui ont un tel niveau, quand ils passent des concours, bah, ils ont des résultats. Et on ne peut pas non plus complètement dire que les gens qui passent des concours uniquement sont dans une mentalité comme ça. Enfin, je sais pas, c'est un rapport très personnel. Moi, personnellement, j'en faisais parce que c'était une manière pour moi de trouver des concerts et c'était ce qui me boostait. Et voilà, et puis c'était de vivre un peu l'aventure, je sais pas, de tenter sa chance. Ouais, donc après ton concours GFA que tu as remporté en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait cette tournée de concerts et après, t'as pas arrêté de faire des concerts tout le temps, toute l'année jusqu'à maintenant? Ou comment ça s'est passé un peu ta carrière après ce concours? Bah, déjà, comment dire, depuis l'âge de 17-18 ans, j'avais passé. Il n'y a pas que le concours de JFA que j'ai passé. Hein, donc il y avait aussi. En fait, entre mes 18 et 22 ans, j'ai joué dans beaucoup de festivals de guitare. Donc c'était très international. Et donc l'année où j'ai eu énormément de concerts, c'était avec la tournée de JFA et ce qui a suivi, parce que j'avais aussi plein de concerts pendant l'été, etc. Et après, entre mes 22 et mes 24 ans, j'avais moins d'opportunités. Donc tout d'un coup, j'avais un petit peu moins de concerts, quoi. Là, j'ai repassé quelques concours. Aussi, je pense qu'il fallait que je m'occupe, quoi. J'avais envie de continuer d'apprendre du répertoire, de le jouer, etc. J'avais moins de concerts. Je donnais un peu quelques cours, mais j'avais envie de jouer, quoi. Donc je repassais un peu des concours. Puis t'étais en forme ou quoi? T'avais fait ta tournée? Ouais, c'est ça marchait. Donc bon, je continuais de passer des concours. Et puis de faire. Bah, j'avais les concerts évidemment. C'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé le Quatuor. C'est il y a presque 10 ans maintenant, je crois, non? C'est ça? J'avais 24 ans. On compte même plus. C'est les 10 ans du Quatuor, c'est l'année prochaine. 2014, quelque chose comme ça? Ah non, c'était bien avant, c'était 2012. 2012, ah non. 2012. Ouais, c'est ça, donc c'était il y a 9 ans. Ouais.
Et donc, comment dire, il y a eu donc une période où j'avais moins d'engagement. Et puis après, à partir de 24-25 ans, ouais, depuis, j'ai toujours eu pas mal de trucs, quoi. Et donc, tu as vraiment finalement investi du temps, de l'énergie à arranger en musique de chambre Ah oui. avec le Quatuor Eclipse, mais pas seulement quand même. C'est à partir de ce moment-là où tu as un peu plus développé la musique de chambre, non? Ou tu en faisais déjà avant? Bah, alors déjà, le projet du Quatuor était vachement intéressant parce qu'on fait des arrangements, on s'approprie des compositeurs qu'on peut pas forcément s'approprier en guitare seule. Enfin, on peut, mais c'est pas forcément très bien toujours. T'as enfin pu arranger du Ravel. Voilà, j'ai pu vers du Ravel, de Debussy. Enfin, on s'éclate quand même avec du Ginastera, etc. Et c'est vrai que bon, déjà, j'adorais faire de l'arrangement. Et puis là, en plus, on joue entre copains. Donc c'était vraiment chouette de démarrer cette aventure-là. Oui, donc c'était, comment dire, il y avait cette volonté de ne pas faire que du solo déjà. Après, oui, dans la musique de chambre, il y a, comment dire, toujours des gens qui me proposent de faire des choses, quoi. Là, en ce moment, je joue beaucoup avec Marina Viotti, depuis 1 an et demi, enfin depuis qu'on s'est rencontrés. Voilà, mais après, il y a toujours Ouais, mais des opportunités, des gens qui nous proposent. Quand c'est des copains du conservatoire qui te proposent de jouer, allez, on y va, quoi. Bah oui. Et non, je dis ça parce que le fait de travailler en quatuor, par exemple, ça fait voir un peu peut-être pas la musique différemment, mais on acquiert des automatismes qu'on n'a pas forcément en solo. Enfin, je sais pas si, est-ce que toi, tu as senti une évolution dans ton jeu en solo, le fait de faire plus de musique de chambre ou pas forcément? Ouais, carrément. Mais alors pour le coup, bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on fait de la guitare classique, on fait peu de musique de chambre quand on est étudiant et avant, etc. Donc on n'a pas du tout une pratique aussi, comment dire, précise et exigeante. On n'a pas la même habitude que les gens qui font un instrument d'orchestre, ce qui est quand même la majorité des musiciens, ou les pianistes qui accompagnent tout le temps d'autres musiciens. Donc on a moins l'habitude d'écouter. Alors moi je sais que ce que m'a vraiment apporté le quatuor, c'est qu'on faisait un travail très précis sur les couleurs, on fait d'ailleurs toujours, mais on essayait de ne pas avoir que tout le monde ne joue pas exactement dans le même timbre à chaque fois, parce un petit peu comme si on faisait de l'orchestration. Là tu vas jouer plus rond parce que tu as le thème, toi tu joues plus léger parce que tu as la partie du milieu, la basse on va l'arrondir, on va aller chercher plus un son rond parce que c'est les graves, etc. Le pouce pulpé que tu nous as appris à faire, avec même, non, en fait, sans modération. Jamais trop de pouce pulpé. Mais moi, je crois que c'est surtout là-dedans que ça a apporté dans mon jeu, c'est-à-dire que j'ai commencé à explorer beaucoup plus les couleurs de mon instrument et les contrastes de nuances. Quand je me réécoute quand j'ai 20 ans et je vois ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus que ça a beaucoup évolué. Quelle partie, je veux dire, parce qu'on parle un peu du côté instinctif, du côté analyse musicale, tu vois, très analytique dans la musique. Toi, quand tu abordes une pièce, alors que ce soit même en musique de chambre ou en solo, est-ce que tu es un peu comme Julie Kell, Perrois, où toi tu joues et puis ça arrive un peu comme ça, ou est-ce que tu as une phase où tu poses ta guitare, tu réfléchis à ce qui se passe, enfin, c'est quoi pour toi la part de l'analyse musicale quand tu interprètes une œuvre? En fait, l'analyse musicale sert pour l'interprétation, mais je pense que la première question qu'on doit se poser quand on aborde une œuvre, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter avec? Dire pourquoi est-ce que tu veux jouer des variations sur un thème d'opéra? Qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? Tu joues une chanson populaire nostalgique, qu'est-ce que tu veux raconter avec ça? Et ensuite, bon, il y a évidemment, moi je pense qu'il faut vraiment comprendre le texte qu'on joue, c'est-à-dire ce serait comme finalement réciter quelque chose sans comprendre la grammaire ni l'orthographe, pour moi. Donc comment dire, j'essaie d'analyser, mais je travaille pas au crayon sur mon instrument parce que comment dire, j'essaie de trouver tout de suite ce qui est essentiel dans l'analyse, c'est-à-dire que c'est pas forcément hyper pointu, mais c'est assez précis. Donc j'ai des réflexes. J'analyse, en fait ça s'analyse tout seul dans ma tête quand je regarde de la musique, etc. Oui, t'as pas forcément besoin de l'écrire ou quoi, mais pour toi c'est quand même partie intégrante de quand tu apprends une pièce, quoi. Oui, parce que c'est le langage musical, puis je veux dire chaque style est différent et chaque style correspond à un langage et les langages musicaux sont différents suivant les périodes
où c'est écrit. Donc il faut avoir quelques rudiments quand même de compréhension musicale, je pense. C'est pas mal. Moi, je pense aussi, je suis aussi de cette école. Et avec tous tes projets, on va parler après de ta classe Amsterdam, mais ça te fait quand même des semaines très chargées. Ouais. Comment est-ce que c'est quoi la semaine type de Gabriel Bianco? Tu veux dire avec ou sans le Covid? Sans le Covid. Allez, Sans le on Covid. en a marre du Covid, on arrête d'en Bon parler. alors, sans le Covid, non, mais la semaine type, c'est qu'il y a déjà 2 jours par semaine à Amsterdam. Donc c'est 2 jours où je me donne uniquement pour mes étudiants. Il y a souvent des concerts, il y a souvent des voyages, parce que je fais peu de concerts à Paris, et même peu en France, c'est souvent à l'étranger. Voilà, sinon, j'ai beaucoup de travail sur l'instrument. J'essaie aussi un peu de voir des gens, d'aller Ce un que je peu veux au dire, par concert et exemple, tout ça, mais- dans ta journée, tu sais que de telle heure à telle heure, tu vas faire ta guitare. Est-ce que c'est tout le temps le matin? Est-ce que c'est tout le temps l'après-midi? Ah, tu vois ce que je veux dire? une journée où j'ai rien. Ouais, une journée où. Oui, une journée, t'as rien. Ouais. Une journée où j'ai pas Où d'interview t'as avec ta chaîne, par C'est exemple. ça, ouais. Non, alors une journée où j'ai rien, une journée de repos. Ouais. On pourrait appeler ça comme ça. Non, souvent j'essaie de commencer travailler la guitare à 9h. Je commence par de la technique et puis après je fais des pauses tous les 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, mais par contre j'essaie de travailler beaucoup. Ouais. Et puis j'essaie toujours d'entretenir un répertoire et de toujours apprendre une nouvelle pièce en même temps pour ne jamais être uniquement dans une routine où je fais tourner. D'accord. C'est pas toujours possible parce que parfois il y a beaucoup de programmes différents, notamment avec la musique de chambre. Là, j'ai fait un été où j'avais 6 programmes différents. Donc là, forcément, apprendre une nouvelle pièce quand tous les 3 jours c'est un programme différent et qu'il y a des voyages. Des nouvelles pièces de musique de chambre, quoi, finalement. Quoi. Oui, Oui, non, mais je parle vraiment de nouvelles pièces solo, Ouais. des trucs, tu sais, une pièce où il te faut 15 jours vraiment pour la sortir. Ouais. Musique de chambre, tu déchiffres, rapidement tu arrives à faire quelque chose qui ressemble à ce qu'il faut et puis ensuite tu travailles. Mais je parle vraiment d'œuvres de solistes, de grands répertoires pour jouer vraiment en récital. Ouais. Quand je dis nouvelle pièce, je parle de ça. Ok. Et parce que finalement, les jours où tu donnes pas cours, où tu fais pas de concert, où il n'y a pas de répétition du quatuor, où on se voit à 9h le matin, etc., il n'y en a pas tant que ça quand même. Finalement. Il n'y en a pas beaucoup, mais non, mais j'arrive toujours à m'organiser pour apprendre des nouveaux trucs et j'essaie de... C'est plus difficile maintenant quand même que quand j'avais 20 ans. Mais d'apprendre des nouvelles pièces pour renouveler un peu le répertoire. Et puis en fait, il y a certaines œuvres que je me suis gardées au chaud, que j'avais jamais travaillé. Par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé la sonate Rosset, Antonio Rosset. Ça faisait longtemps que je voulais jouer cette pièce, mais je me sentais pas prêt à la jouer parce que je voulais avoir plus d'expérience sur, on va dire, comment équilibrer des accords de style impressionniste à la guitare, comment j'aurais pu comprendre le manuscrit, des choses comme ça. Et donc là, j'ai vraiment fait ce travail-là. C'est-à-dire vraiment d'avoir une démarche singulière sur chaque pièce. Là, en ce moment, je suis en train d'étudier les 5 bagatelles de Walton. Donc j'en avais joué un peu quand j'étais étudiant, mais j'ai jamais vraiment joué le cycle. Et là, je me sens vraiment prêt pour faire vraiment un travail, donc vraiment d'apprendre la pièce, mais faire un vrai travail d'étude sur l'œuvre, de savoir ce que je veux dire avec chaque mouvement, de modifier un petit peu certaines notes parfois, parce que ça va correspondre plus à ce que je pense être le style, en sachant que bon, c'est des œuvres qui sont souvent écrites par des compositeurs non guitaristes, donc arrangées par un guitariste qui a sa propre personnalité, ce qui est intéressant, ce qui est génial, et il faut voir, il ne faut pas jouer les manuscrits bêtement, il faut regarder ce qu'en font les guitaristes pour qui c'est écrit. Donc je pense à Segovia O'Brien par exemple, qui sont les deux grands maîtres qui ont forgé le répertoire de la guitare classique. Mais moi j'aime bien quand même aller voir l'original, voir ce que je peux en tirer et imaginer que l'œuvre est écrite pour moi. Ouais, en fait. Super. Ouais. Bah, c'est ce que tu peux faire finalement quand on t'écrit des pièces. Quand t'écris, alors oui, tu vas... oui, alors c'est justement c'est une réflexion que j'ai depuis que je travaille avec des compositeurs, enfin aussi avec le Quatuor, on a travaillé avec des compositeurs et notamment des compositeurs non guitaristes parce que je me suis aperçu que les compositeurs ils envoient d'abord une première partition qui est très difficilement jouable, donc ça rappelle les manuscrits de Tedesco, enfin les versions originales de Tedesco ou je sais pas Ponce. Où c'est injouable. En tout cas, pas très pratique du tout. Pas guitaristique. C'est pas guitaristique, on se tord les doigts pour un résultat d'un truc qui devrait être très simple, ça devient hyper difficile. Et après, en fait, le guitariste pour qui c'est écrit va l'aménager pour lui. Et en fait, les compositeurs sont en demande de ça. C'est-à-dire que c'est une collaboration avec un artiste.
Ils écrivent pas simplement un truc et puis boum, jouez-le. La guitare, c'est trop spécifique comme instrument. Et depuis que je me suis aperçu de ça, quand on avait travaillé avec Carole Beffa notamment, c'était très intéressant parce qu'il nous avait envoyé une œuvre, on l'avait revue avec lui, on avait changé des parties, même je veux dire, à un moment donné, on avait changé un accord. Et on avait changé un accord, et pas parce que c'était harmoniquement, ça marchait pas, mais parce que c'était pas pratique. Il avait changé légèrement l'harmonie, et ça marchait toujours dans le contexte harmonique. Et moi je lui dis, mais attends, mais il change une note de l'accord, en fait, ça veut dire que son harmonie tient plus. Mais en fait, si, ça tient toujours. C'est toujours enfin, je veux dire, ça marche. L'harmonie. L'effet est là. Oui, voilà. Et puis l'harmonie marchait très bien. Mais je dis, mais attends, quand finalement, on voit certains caprices de Tedesco, tu sais, qui sont injouables parce qu'il faut tout faire. Mais en fait, si on essaie de jouer la passion originale, c'est très bien, c'est magnifique et tout. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Est-ce que c'était. Exactement, ouais. Voilà, il n'y a pas de vérité. Mais moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'on retravaille un texte original et avec sa culture et ce qu'on connaît du langage musical, on essaie de faire quelque chose de cohérent et qui marche. Et qui sera nécessairement personnel, qui sera nécessairement différent de ce qui a été fait par exemple par Segovia, par exemple, je sais pas, le Capri Diabolique, par exemple. Voilà, et je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans l'interprétation, c'est comme on a plein de sources, il faut profiter de ces sources-là, mais... Il y avait un peu une phase, je trouve, où en fait au début on jouait vraiment, j'ai presque envie de dire les arrangements de Segovia. Mais il y avait que ça, de toute façon. Ensuite il y a eu les manuscrits, tout le monde voulait jouer les manuscrits précisément, et finalement c'est quand même très compliqué. C'est toujours le cas. Ouais, c'est un peu tout le cas. En fait, souvent, moi ce que je constate, c'est que soit on joue on va dire la version originale, avant il n'y avait que Segovia, puis on jouait aussi les doigtés de Segovia, enfin c'était, voilà. Maintenant, il y a un moment donné où on est passé un peu au-delà de ça. Après, il y a eu tellement de sources qui sont apparues, on pouvait facilement se les procurer. Donc les gens, en fait, souvent les guitaristes, moi ce que je constate toujours, c'est que on fait des versions originales en essayant de mettre le maximum de notes et on enlève les notes qu'on peut pas jouer. Donc il n'y a pas forcément de vision. C'est-à-dire qu'on enlève une note, mais pourquoi celle-là Je veux dire, ça n'a pas forcément de logique, mais c'est juste parce que là, il faudrait le pouce et que dans la vitesse, on ne peut pas. Voilà, donc c'est un peu le... Voilà, moi j'essaie vraiment de retravailler le texte, donc ça va pas forcément être, ça va plus être le manuscrit, mais ça va être mon interprétation du manuscrit. En fait. Et c'est un peu ce que tu as fait, on en parle de la sonate de José. Ouais. Donc il y a une vidéo, je crois, qui est disponible pour le festival de Koblenz. Koblenz, il y a l'année dernière, où tu as fait une version de ça, que vous pouvez aller voir évidemment. Ouais. Tu vas beaucoup voir de concerts avec tout ton emploi du temps, c'est important pour toi de voir d'autres concerts? Trop peu. Quel concert tu vas voir généralement? Parce que quand tu vas faire un concert dans un festival de guitare, j'imagine que tu vas voir quelques concerts de guitare. Je vais voir les concerts de guitare. Non, j'essaie d'aller à Paris voir les concerts de musique de chambre, j'aime bien. Je vais peu dans les grandes salles, je vais plutôt dans des petites salles comme les Bouffes du Nord, la Scala de Paris, des salles comme ça en fait. Souvent en fait j'ai des copains qui jouent et qui m'invitent, donc j'ai la chance de pouvoir les entendre et donc ouais non je vais très rarement dans les très grandes salles, ça c'est vrai. Je vais plus dans les petites salles quand c'est... Plus musique de chambre et piano ouais, solo, quoi. Ouais, c'est ça, des gens que je connais souvent. Enfin, je veux dire, j'ai des copains qui vont écouter, donc je vais avec eux. C'est souvent comme ça, quand je suis à Paris, quoi. Ok, et question un peu d'actualité, il y a eu le Covid là, pendant 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que, avec le recul là, où on n'a pas beaucoup de recul, mais est-ce que ça a un peu changé ta manière de travailler ou pas? Ou finalement là tu repars un peu comme tu étais avant? Ou est-ce qu'il y a des choses où tu as pris plus de recul pour les cours ou pour ton solo ou... Non, pas spécialement. Non, mais je pense que j'aurais plus travaillé s'il n'y avait pas eu le Covid. Parce que j'ai appris des nouvelles pièces. Je ne sais pas si j'aurais appris comme ça aussi profondément, mais j'ai eu aussi des périodes où on ne faisait pas grand-chose, quoi. Donc, après, j'ai fait beaucoup d'arrangements. J'ai monté beaucoup de programmes avec Marina notamment. Donc j'ai fait quand même pas mal de choses. Je suis resté très actif, c'est sûr. Mais j'ai l'impression quand même que j'ai besoin de... Là, j'étais content cet été justement d'avoir plein de concerts parce que ça m'a un peu remis dedans, quoi. Ouais, et alors parlons un peu de tes projets musique de chambre par exemple avec Marina. Qu'est-ce qui se concocte? Ouais, je sais de quoi tu veux que je parle. Non, mais je sais pas. Si, je sais très bien. Non, en fait, avec Marina, donc on s'est rencontrés... Marina Viotti. Voilà, Marina Viotti. On s'est rencontrés à Bruxelles lors d'un concert il y a un peu plus d'1 an et demi, juste avant le Covid.
Et bon, on s'est super bien entendu, aussi bien musicalement que humainement. On se dit entre nous qu'on est meilleures copines, comme ça, parce qu'on s'entend vraiment super bien. Comment dire, on jouait, on avait envie de faire un programme de récital. Et alors, bon, c'est ce qu'elle m'a demandé de faire, d'arranger des œuvres. Et dans ce qu'elle m'a demandé d'arranger, il n'y avait pas que de la musique classique. Alors au début, elle me disait, mais si, Gabriel, tu peux faire ça. Je disais, non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas comment je vais arranger, mais si, tu y arriveras, etc. Et donc je disais toujours non, jusqu'à ce que je dise oui, parce qu'elle insistait. Donc elle m'a ouvert un peu à d'autres styles, quoi. Et après, on a fait aussi un programme en trio qu'on a joué pour la première fois avec Edgar Moreau. Puis ensuite, maintenant, là, on joue avec aussi un autre violoncelliste. Donc là, il y a du Montsalvage, il y a Tchaïkovski, enfin, il y a plein de trucs. Et aussi de la musique non classique. Et là, le gros projet que j'ai fait cet été avec elle, c'est un projet pour l'Opéra de Dallas, où c'est tout un film. En fait, le matin, on enregistrait pour des séquences qu'on filmait l'après-midi, où, comment dire, j'arrange, je joue, et je fais un petit peu le comédien aussi. Donc c'était 4 jours super intenses, et ça sortira, donc ça s'appelle Beyond. Et ça sortira sur la plateforme de l'Opéra de Dallas dans un premier temps. Ça va passer 1 an. Donc c'est pas encore sorti. Là, le montage est en train d'être fait en ce moment. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une aventure parce que j'avais plus de moyens que juste 4 personnes qui jouent ensemble. Parce qu'il y avait violoncelle, mezzo et sax, un saxophoniste jazz. Et là, j'avais le droit, comment dire, de mettre 4 sax pour faire du voicing jazz style New Orleans. J'avais le droit de mettre des percussions avec des loops, enfin de l'overdub comme on dit. J'avais le droit de faire de la musique dans le style de dessin animé japonais des années 90-2000. Donc j'ai exploré un peu d'autres esthétiques comme ça. C'est vrai que je me suis beaucoup amusé en fait. Je savais pas que je pouvais faire ça, mais bon, apparemment je peux. Pour avoir entendu quelques extraits, tu t'es beaucoup amusé. Ouais, je me suis bien marré. Harmoniquement aussi. Enfin, on va dire que j'ai exploité mes cours d'arrangement beaucoup plus que ce que je faisais en général pour le quatuor et pour d'autres arrangements, quand on fait de la musique classique, quoi. Et alors moi j'ai une question un peu plus générale parce que bon, tu es rentré très tôt au CNSM, tu as gagné très tôt des concours internationaux, tu as fait très tôt des concerts dans des lieux prestigieux, tu as parcouru le monde, tu es prof à Amsterdam à 30, même pas 30 ans, tu étais déjà prof à Amsterdam, ce qui est quand même incroyable, on peut le dire. Ça, comment est-ce que tu fais pour avoir des nouveaux challenges maintenant? Parce que tu vois, on peut se dire, maintenant je viens de t'en parler, ton nouveau challenge. J'arrange du jazz New Orleans. Est-ce que c'est pas suffisant comme challenge? Non, mais en fait, il y a toujours la passion de vouloir produire quelque chose, de vouloir jouer en concert. Et ça, pour moi, c'est indépassable, en fait. Donc, non, mais... je sais pas, en fait, comment dire, préparer des concerts et jouer, c'est toujours satisfaisant pour moi et j'ai le même plaisir aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, pour moi, c'est complètement indépassable. Et ça n'a pas bougé d'un iota, vraiment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le train, quand tu es à Amsterdam, parce que tu passes beaucoup de temps dans les transports? Qu'est-ce que tu fais parce que quand je dors pas, tu veux dire Ouais, non, mais parce que tu as quand même un usage des réseaux sociaux assez développé, quoi, non? Non, mais apparemment non, parce que j'avais demandé à des gens qui travaillaient vraiment dans les réseaux sociaux et qui me disaient que je faisais n'importe quoi. Donc, non, c'est pas parce que j'ai quelques personnes qui me suivent que je m'en sers bien. Non, non. En fait, non, dans les transports en commun, ou enfin dans les avions et tout ça, dès qu'on est plusieurs heures comme ça assis, je fais beaucoup d'arrangements en fait, simplement, parce que c'est là où j'ai le temps. Je fais beaucoup d'administration parce que je travaille essentiellement sans agent, donc y a toujours des trucs à régler, des voyages, il faut vérifier, etc., les dates. Non, puis je bouquine aussi pas mal dans les transports. Donc, non, enfin, je m'ennuie pas, quoi. Ça passe assez rapidement, ouais, ça, c'est pas du temps perdu. Ouais. On peut parler aussi peut-être d'une nouvelle passion récente que tu as. Parce que par exemple, on est arrivé tout à l'heure, tu m'as dit « Regarde mon jean ». Alors, si vous voulez un spécialiste du jean à Paris, faut qu'à Gabriel sur Instagram. Je suis pas un spécialiste. Arrête. Donc ce jean, qu'est-ce qu'il a ce jean par exemple? Non, il est fait en Italie. Mais c'est pas le problème, on s'en fout. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pendant le Covid, je m'ennuyais. Et donc du coup, on s'ennuie et
comment dire, bah oui, parce que le soir, je pouvais pas sortir, donc Bah j'étais oui. seul et voilà, non, mais je me suis intéressé un peu aux fringues, mais ça n'a rien de particulier. Tu me fais rougir, voilà, je me sens Bah con, non, hein. mais c'est très bien. Non, mais non, ça n'a, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui s'intéressent beaucoup plus aux fringues. Ils connaissent Attends, beaucoup mieux tu que connais moi. les friperies spéciales à Paris pour certains trucs et tout, quand même, quoi. Ouais, mais bon, je suis pas un conseiller en style. Non, mais tu t'y connais quand même plus que la moyenne, quoi. Moi, je trouve ça cool, hein, c'est pour ça. Enfin, si vous voulez le jean spécial avec le revers spécial des années 70, il faut demander à Gabriel, quoi. Ouais, des années 60. Mais c'est pas grave, vas-y, Ah, continue. pardon, excuse-moi. Bon, alors parlons un petit peu de ta classe à Amsterdam, parce que Ouais. c'est un gros investissement pour toi de former des guitaristes. Moi, je trouve qu'il y a une grande passion chez toi. Déjà, quand tu étais professeur au conservatoire du 13e arrondissement, parce qu'on a des collègues au 13e Ouais. arrondissement, et même tu n'as eu pas beaucoup, mais tu as eu quelques enfants qui ont démarré la guitare avec toi. Ouais. Honnêtement, tu avais la même passion, la même exigence pour eux que pour les grands élèves, quoi. Je trouve que c'est assez rare finalement d'être passionné par. Alors maintenant, tu n'en as plus des petits, tu n'as plus le temps évidemment, et puis tu as des compétences pour avoir des grands élèves, donc tu ne peux pas tout faire. Mais c'est chouette, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse chez toi, enfin, chez les élèves, pour les faire. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'enseignement? Non, mais en fait, le truc, c'est quand j'ai commencé à enseigner, donc j'ai eu quelques élèves particuliers, mais qui étaient essentiellement des élèves de très haut niveau. Enfin, déjà, on va dire des jeunes professionnels, avant d'être au 13e, quelques-uns. Et bon, en fait, c'est eux qui me demandaient, donc moi ça m'intéressait, puis j'avais déjà cette idée, comment dire, d'avoir toujours un plan, c'est-à-dire de voir les progrès qu'on pouvait faire sur le court terme et sur le long terme. Alors aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience que quand j'avais 20 ans, évidemment, hein, mais j'avais déjà cette volonté d'essayer de comprendre on va dire quel était le niveau de l'étudiant que j'avais en face de moi et ses besoins et comment il pouvait évoluer et de comprendre quels étaient ses points forts, s'appuyer sur ses points forts et voir quelles étaient les choses à améliorer. Et d'essayer de ne pas parler en termes de problèmes pour les étudiants, parce que souvent quand on parle avec les étudiants, on a l'impression qu'ils n'ont que des problèmes. Ils ont un problème de son, ils ont un problème de main gauche, ils ont un problème de ceci et de cela. J'essaie avant tout de voir les qualités et de voir sur quoi on s'appuie. Après, j'essaie de trouver des méthodologies de travail, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment comment dire, évoluer sur le long terme. Moi je crois plus au long terme qu'au court terme, c'est-à-dire plus qu'un petit conseil magique, tiens, bah, fais ça et puis ça marche. Non, c'est travaille ça régulièrement, réfléchis-y et inclus-le dans ton jeu et ça va se mettre progressivement et une fois que c'est là, c'est solide. Pour en revenir à ta question sur ceux qui démarrent, les enfants quoi, qui démarraient. En fait, bon, comment dire, c'est que moi je m'ennuyais s'ils ne travaillaient pas. C'est-à-dire que s'ils arrivaient qu'ils n'avaient rien foutu, moi ça me rendait dingue. Donc j'étais obligé de trouver des manières de les faire travailler pour qu'on parle de musique et que je leur apprenne quelque chose. Parce que juste les regarder et puis dire un peu des doigtés, puis en fait glander, moi ça me rend fou. Donc parce qu'on est quand même payé hein, pour être là. Non, bah, ça me stimulait pas du tout. Et quand j'avais quelques élèves, là, des petits là, qui travaillaient pas, ça me rendait dingue. Quoi. Je m'ennuyais, le temps passait pas, c'était. Et je pense que c'est pour ça que j'avais cette exigence. En fait. Je pense que c'est plus par rapport à moi que pour eux. En fait, maintenant que j'y Même aux pense. examens et tout, fallait que tes petits jouent bien, quoi. Ça t'intéressait, quoi. Ah oui, T'étais oui, pas- non, mais ça m'intéresse. Oui, parce que c'était, oui, parce que j'aime bien. Ouais. Oui, puis je veux dire, si on parle, je veux dire qu'à tout niveau, quand on est dans un rapport pédagogique avec quelqu'un, on essaie de lui apporter quelque chose. Donc quand c'est des gens qui démarrent, c'est des choses de base, etc. Donc c'est vachement intéressant. Quand c'est des étudiants plus avancés, on travaille sur beaucoup plus de registres, mais finalement c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire on prend un guitariste à un certain niveau et on essaie de le faire évoluer pour qu'il arrive à un niveau qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus avancé. Et pour moi l'enseignement c'est ça. Après, je veux dire, c'est pas parfait, hein, ça marche pas avec tout le monde. Bien sûr. Et les Amsterdam, alors moi j'aimerais bien que tu parles un peu des cours collectifs, parce que tout le monde ne le fait pas. Enfin, dans les grandes écoles, ça se fait un petit peu, quand même, en Allemagne, mais pas en France, par exemple, c'est pas encore développé. Mais ça dépend beaucoup des profs, en fait. Ça dépend des profs. Mais voilà, en quoi tu t'en sers, toi, les cours collectifs? Qu'est-ce que tu fais dans les cours collectifs? Alors déjà, bon, il y a deux types de cours collectifs à Amsterdam. Il y a bon, évidemment les rodages, ce qu'on appelle Performance School Class,
Bon là simplement, il y a dans d'autres classes que je ne citerai pas, ils appellent ça de share of shame. Ça j'aime bien, c'est-à-dire c'est la chaise de la honte. Quelqu'un joue et puis tout le monde écoute et tout le monde critique. Non, alors en fait simplement c'est quand les étudiants ont des choses à jouer, dès qu'il y en a minimum 4 qui veulent jouer, je réunis tout le monde et puis on joue. Comme ça tout le monde s'écoute, tout le monde est toujours en train de voir les progrès que font les uns les autres. Et puis ça crée une cohésion. Après, là je propose des cours collectifs aussi sur la technique. Je teste différentes formules, hein, parce que j'essaie de leur trouver vraiment, que chaque étudiant ait un programme technique précis, en sachant ce qu'il doit travailler, ce qu'il doit améliorer dans son jeu. Et moi je crois beaucoup en cette idée de passer un peu chaque jour du temps de réflexion et de pratique sur ce qu'on doit améliorer en tant que guitariste. Et donc je fais des cours collectifs. Alors j'avais fait des cours, alors j'avais toute la classe en face de moi. Alors parfois quand on faisait les gammes, parce qu'on ne fait pas que du do majeur, on fait aussi des choses plus... Vous verrez ça. Ouais, du coup je suis obligé de vous montrer, donc vous allez voir. En fait finalement maintenant ce que je fais c'est que je les prends par 3 ou 4 et je les fais refaire quand je suis pas satisfait et je les prends un par un devant les autres parce que comme ça tout le monde est là en fait, c'est plus simple, c'est plus rapide pour moi. Et aussi ça permet de focaliser sur ce qu'il faut améliorer. Tout le monde n'a pas les mêmes qualités, tout le monde n'a pas les mêmes choses à travailler, donc c'est intéressant aussi de voir, je pense pour les autres, pour les étudiants, de voir comment un autre élève va travailler, etc. Et puis quand ils voient un collègue y arriver, voir un peu, enfin même entre eux, ils peuvent un peu se... Oui, se stimuler aussi. Oui, ça c'est sûr que quand il y en a un qui n'a pas travaillé sa gamme, il a l'air con, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est son étude. Hein. Ça arrive parfois, n'est-ce pas? Alors avec les étudiants, il y a toute la partie technique, la partie musicale, mais être musicien, je pense, c'est aussi être sur scène. Et est-ce que tu abordes avec eux un peu ce travail de représentation sur scène? Qu'est-ce qui fait que le jeu qu'on va avoir sur scène, il va passer au public? Tu l'intègres à ta pédagogie ou finalement tu te dis qu'à force de faire des concerts, c'est des choses qui viennent un peu naturellement? Bon, déjà, il y a plusieurs pensées, je pense, par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui considèrent, et puis pas que des musiciens, d'ailleurs des mélomanes, hein, qui considèrent que la musique, c'est quelque chose de pur. Donc en fait, quelle que soit la manière dont tu es habillé, si tu bouges ou si tu bouges pas, si tu salues, si tu sais saluer ou si tu sais pas saluer, peu importe, parce que ce que tu produis, c'est ça le plus important. C'est en fait, on ferme les yeux et on ne fait que écouter la musique. Alors, je suis très sensible à cette démarche-là parce que je pense que, en effet, c'est avant tout la qualité de ce qu'on produit qui définit ce qu'on fait. C'est-à-dire que le son, que la dynamique, le tempo, l'expressivité, ce qui est vraiment concret, ce qui est palpable, vraiment ce qu'on entend. Après, je pense qu'il y a aussi une question un peu de professionnalisme. C'est-à-dire que quand on joue pour les gens, on joue pas que pour des gens qui vont avoir une vision de puriste. C'est-à-dire que le fait de bien s'habiller pour aller sur scène, le fait de saluer correctement, de présenter ce qu'on joue, je sais pas, d'être souriant, enfin de montrer un lien avec un public. Oui, voilà, de montrer qu'on est content de jouer pour les gens, et puis aussi moi j'aime bien accompagner la musique que je joue avec des mouvements naturels qui sont pas forcément calculés parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler dans le miroir. Hein. Ils mettent la mèche comme ça. On en connaît. Non, c'est pas forcément calculé, mais j'aime bien le fait, comment dire, de jouer et de bouger en même temps. Je pense que, comment dire, les mouvements de mon corps, c'est aussi ma respiration naturelle, la respiration naturelle qui finalement s'incorpore dans la musique aussi. Donc après, moi, j'ai eu des périodes où je bougeais pas du tout. Tout le début de ma carrière, je bouge pas et je présente pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup présenter Et tu bouges. Je bouge beaucoup, ouais. Même on me dit souvent que je bouge trop, quoi. Mais en fait, je contrôle pas forcément. Enfin, je fais pas forcément exprès. Je sais que je bouge. Enfin, je me retiens pas de le faire, c'est clair. Enfin, je sais pas. Ça fait aussi partie des. On joue pour les gens et le public, c'est pas qu'un public de spécialistes. Donc je dirais que le fait de bien savoir saluer, il y a des musiciens ou des étudiants qui ne savent pas saluer, qui ont l'air idiots quand ils saluent. Voilà, donc ça c'est des choses un peu de professionnalisme
que oui, en fait, en général, quand je vois les étudiants qui vont jouer dans leur student concerts, enfin, les concerts d'étudiants ou aux examens, je leur dis, bah là, oui, non, tu t'as pas pris de temps avant de démarrer, tu vois, t'es démarré, t'étais pas prêt, t'as joué, bon, bah tu regardais en l'air, voilà, t'as à peine terminé que déjà t'es en train de te lever, donc t'as pas pris le temps vraiment de finir. Oui, c'est. Je veux dire, tu leur apprends ça à tes étudiants. Oui, non, mais, quelque chose que tu après, leur j'ai pas une pédagogie particulière ouais. basée là-dessus, j'en parle, mais comme je parle plein d'autres trucs, c'est le débrief après le ouais, discours, c'est pas un truc fondamental quand même dans mon. Parce que je pense que quand même ça vient beaucoup. Bon, déjà, c'est une question de personnalité, et ça vient beaucoup aussi avec l'expérience, je pense. Bien sûr. Et on se redécouvre comme artiste tout le temps. Donc on n'est pas pareil à 20, 25, 30. Alors justement, si tu te rencontrais quand tu avais 15 ans. Oula. Tu vois, imagine là. Tu vois, tu es à Guitaria, tu rencontres le Gabriel Bianco de 15 ans qui vient te voir et qui te demandera un conseil. Qu'est-ce que tu lui donnerais? Bah déjà, je lui dirais qu'il est incroyablement talentueux et qu'il fera une grande carrière dans la guitare. Non, j'en sais rien. Voilà, je sais pas si j'ai assez de recul sur moi-même pour savoir à quoi je. Est-ce qu'avec le recul, même maintenant, tu te dis, ah bah c'est vrai qu'à 15 ans, si je le savais, j'aurais peut-être fait autrement. Ouais, mais ça, c'est comme dans tout dans la vie. Je veux dire, il y a 1000 trucs que j'aurais fait différemment si j'avais su. Mais en même temps, je sais pas, c'est le. En fait, le truc, c'est que comment dire, le destin d'un musicien, il s'écrit progressivement et on sait jamais où on va. Par exemple, là, j'enseigne à Amsterdam. Enfin, j'aurais jamais imaginé que je serais prof là-bas, quoi. Moi, mon rêve, entre guillemets, de prof, c'était d'être prof au CNSM. J'avais fait le concours pour être prof là-bas. J'ai pas eu. Enfin, je veux dire, j'avais pas vraiment mes chances, je pense, de l'avoir. Enfin, j'ai pas senti que j'avais une chance de l'avoir, en tout cas. Après, j'ai eu cette opportunité à Amsterdam. Et en Hollande, j'étais venu 3 fois dans ma vie avant. Ça, c'est un des pays en Europe où j'avais le moins joué, je pense. Ça t'est tombé dessus. C'est arrivé comme ça. Et c'était, je veux dire, les choses sont imprévisibles. Simplement, je pense que quand on a toujours la passion et la volonté de faire des choses, les choses se font d'une certaine manière, pas comme on l'aurait voulu, pas de manière idéale, mais parfois les choses se font. Alors je me souviens, j'avais vu une interview de Tiger Woods. Il avait une phrase qui était marrante. Bon, en fait, c'est un peu nul que je sorte cette référence-là. Mais en fait, alors il y avait à un moment donné, parce que c'était le meilleur golfeur à un moment donné, il était numéro 1 mondial, enfin je sais plus, il gagnait tout, bref, peu importe. Et il y avait eu une fois où il avait balancé une balle en un coup et c'était arrivé direct dans le trou sans même rebondir avant. C'est-à-dire que c'est arrivé direct comme ça, à 150 mètres, enfin le truc impossible. Et donc forcément, le truc qui est, même si on est le meilleur, il y a forcément un coup de bol. Et donc le journaliste lui dit, voilà, bon, là vous avez mis le truc, je sais pas, c'est un terme que je connais pas. Mais bref, vous avez mis la balle directement dans le trou, du premier coup comme ça, et donc c'est un énorme coup de bol quand même. Et Tiger Woods il dit, oui, c'est vrai, c'était un coup de chance, mais c'est marrant parce que plus je travaille, plus j'ai de la chance. Et en fait, je pense que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les opportunités qu'on peut avoir quand on est musicien, plus on montre de la passion, plus ça compte dans nos vies, plus ça se voit, plus ça se sent, et plus les gens sont prêts à travailler avec toi. Plus on est ouvert, plus on est partant. C'est ça, et finalement, on a toujours l'idée que le sentier va être défini, c'est-à-dire qu'on va avoir tel poste parce qu'on sera passé par telle filière, etc. Et en fait, ça se passe pas comme ça. C'est les rencontres, mais je pense que tout ça est basé sur la passion qu'on met dans ce qu'on fait et l'envie de toujours vivre pour la musique, en fait. Franchement, à mon avis, je pense pas que les gens qui aient, comment dire, des grosses carrières dans le monde de la musique, et ça vaut pour tout, hein, mais je pense pas que ça tombe par hasard. Je pense que c'est avant tout beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation et des personnalités, mais avant tout une envie, une motivation, on peut appeler ça aussi. Ok, voilà. On passe maintenant à la dernière partie de la vidéo, c'est parti. Donc maintenant nous voici à la dernière partie de la vidéo. Alors moi j'ai demandé à Gabriel Bianco de nous montrer
le travail qu'il faisait avec les gammes, parce que pour avoir beaucoup répété avec lui, quand il apprenait ses gammes, il nous saoulait pendant des minutes et des minutes de pause, où en fait, nous on faisait la pause, on allait prendre le café, et lui il travaillait ses gammes. Il disait ouais, mais parce qu'avec mes étudiants, on travaille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gamme Bon, alors, bon, j'en parle parce que vraiment tu veux que j'en parle, hein, mais non, mais en fait, comment dire, en fait, il y a quelques années, j'ai réalisé que je connaissais pas vraiment mes gammes à la guitare. Enfin, j'avais appris quelques gammes en majeur, mais bref, j'ai voulu développer ça, donc je suis parti sur l'idée de faire ce que je vais vous montrer. Donc, je vais prendre Do majeur, du coup, comme ça, je pense que vous pourrez retrouver chez vous, hein. Donc de faire un aller-retour par position et de monter sur tout le manche. Donc, etc. Alors ça, j'avais appris dans la gamme majeure, quand j'étais... je crois que c'est Ramon, hein, qui m'avait appris ça, quand je faisais les gammes comme ça. Et sauf que, bon, en fait, quand j'étais étudiant, je me souviens au conservatoire, les instrumentistes, ils travaillaient pas seulement la gamme majeure. En fait, c'était idiot de travailler que la gamme majeure. Du coup, j'ai appris sur mon instrument les deux gammes mineures, donc la harmonique et mélodique. Donc on peut prendre, je sais pas, là... Donc mélodique, ascendant puis descendant. Etc. Donc ça permet aussi de... Bon, ça te permet de travailler le legato de la main gauche. On apprend beaucoup de manches aussi dans l'aigu, ça c'est vachement bien, parce que je vais vraiment jusque là, hein. Je fais vraiment jusqu'en 12e position, jusqu'à revenir à la même gamme que je fais en haut. Ça permet aussi de travailler la main droite, buter, pincer, Donc par exemple, un des objectifs, c'est que tu dis, tiens, tu travailles la mineure par exemple, et tu fais attention à faire tout en pincé. Après, quand tu dis on travaille le buté, le pincé, le legato, c'est qu'à chaque fois tu donnes un objectif. Ah oui, Comment ça se passe en fait? Parce que c'est pas juste travailler la gamme. Non, mais c'est un peu l'idée, c'est d'utiliser, c'est un support de travail. Oui. En fait, ça dépend de ce qu'on veut travailler dedans. C'est pas un peu des étudiants finalement après Ouais, c'est ça. En fait, je leur dis voilà, travaillez ça, travaillez-le en butée, travaillez ça comme ça, à telle vitesse. Faut toujours être à l'aise. Il y en a qui ont besoin plutôt de travailler dans la rapidité pour améliorer leur vélocité, d'autres qui ont besoin d'améliorer le contrôle, certains c'est la position, certains c'est le son. Parfois, j'ai des étudiants parfois qui n'ont jamais joué en butée par exemple, de leur vie. Donc là, on fait beaucoup de butée, du coup je leur demande de faire les gammes en butée. Puis différents types de butée, on peut faire un butée très sec comme ça, ou alors un butée plus léger, donc suivant la vitesse d'attaque. Enfin, c'est un support de travail, et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on peut changer régulièrement de ton. On peut faire... Moi, ce que je faisais avec les étudiants, c'était avant le Covid, parce qu'avec le Covid, c'était très compliqué de faire les cours collectifs, parce que tous les avoir ensemble, je ne pouvais pas tous les faire jouer par Zoom. Bon. Mais c'est que l'idée, c'est de faire à peu près tous les mois ou tous les mois et demi une tonalité différente. D'accord. Et quand tu dis une gamme, c'est en partant avec le premier doigt à chaque fois d'une position précise et d'y rester. En fait, il y a la note la plus grave et la note la plus aiguë. Il y a 2 octaves plus une tierce. Donc, ce qui va faire à chaque fois une position complète. Donc, j'ai jusqu'au mai. Ensuite, Fa, La, Sol. Voilà, je suis perdu. Ouais, donc avec l'accord David, avec la première position, avec la troisième, avec la cinquième, etc. Etc. Enfin, oui, en fait, t'as... Donc quand tu apprends une gamme, finalement, tu en apprends plusieurs, quoi, finalement. Mais après, il n'y a qu'en première position qu'on apprend vraiment une gamme, parce que après, c'est toujours les mêmes doigtés, le même aller-retour, mais pas au même endroit, pas dans le même ton. Mais comment dire, je pense que c'est vachement intéressant aussi pour améliorer le déchiffrage, parce qu'on a vraiment les gammes dans les doigts, et on retrouve tout de suite. Ça, c'est un truc qui m'a... Et même pour trouver des doigtés,
Parce qu'on voit la gamme sous les yeux vraiment. Et bon, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. Et je vois vraiment que maintenant je retrouve de manière instinctive les gammes. C'est-à-dire que je peux démancher où je veux. Je ne démanche pas forcément sur la sixième corde, mais... Donc même toi, tu en as vu, à ton niveau, tu as vu une progression, enfin tu trouves que tu as découvert... Énorme. Ah oui, oui. Alors ça change pas mon niveau de jeu en concert, réellement, je pense. Parce qu'on peut faire on peut utiliser d'autres supports pour faire le même travail que je fais faire dans les gammes. Mais alors par contre, dans la compréhension de l'instrument, comment dire, les réflexes pour le déchiffrage, c'est énorme. Là pour le coup, c'est vraiment j'ai senti que j'avais fait un gros progrès. Ouais, et puis ensuite en fait c'est intéressant quand même de maîtriser son instrument, quoi, de le maîtriser musicalement, pas seulement techniquement, mais de savoir exactement où sont les notes et quel est le doigté dans la gamme, quoi. Ça me semble important. De toute façon, la technique reste toujours au service de la musique, de ce qu'on veut faire. Bah oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, d'accord. Bon, merci Gabriel. Avec grand plaisir, mon cher Benjamin. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là parce que cette interview est très longue. Tu as bien développé, c'était super intéressant. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi. Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Bon, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines interviews. Le petit pouce bleu, ça aide énormément à ce que la vidéo soit plus virale et que d'autres guitaristes classiques à travers YouTube découvrent cette interview. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis à la prochaine. Salut Gabriel. Ouais, belle musique à vous. Belle musique à vous. C'est con. J'étais obligé.